C'est un immense honneur de la recevoir. Elle est historienne, spécialiste de la Russie, secrétaire perpétuelle de l'Académie française et elle va nous éclairer de manière éclatante sur ce qui se passe à la fois en Ukraine sur le terrain, mais aussi au Kremlin autour de Vladimir Poutine. Bonjour Hélène Carrère-Dancos. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de LCI ce matin. On parlera dans un instant à la fois des frappes à Kiev, de ce qui se passe en Russie, mais d'abord un mot très particulier du pont de Crimée. Après l'attaque et l'explosion survenue ce week-end, hier soir, Vladimir Poutine a qualifié les faits d'actes terroristes. Il met en cause les services secrets ukrainiens, alors que pendant quelques heures, une certaine incertitude avait flotté. On se dit quand même que c'est un drôle d'aveu de faiblesse de la Russie que de voir qu'elle peut être attaquée sur ce qu'elle considère être son territoire. C'est un aveu de faiblesse, en effet, et en même temps, c'est probablement une dimension nouvelle que Poutine entend exploiter. C'est-à-dire qu'il y a tout de même le fait qu'on sépare les Américains, que c'est un acte ukrainien, et de surcroît, les Américains avaient laissé filtrer une information tout à fait récemment, sur la mort de la fille de Douguine, en laissant entendre que c'était aussi une affaire ukrainienne. Alors, dans la difficulté où se trouve Poutine aujourd'hui, il retourne véritablement tous les arguments contre les adversaires. Et du coup, il est probable qu'il va utiliser l'argument « mais les Ukrainiens sont des terroristes ». Et les Ukrainiens viennent sur notre territoire. Sur notre territoire. Puis enfin, de toute façon, le terrorisme, c'est mal vu aussi. Personne n'y fera attention à cet argument. Mais néanmoins, il entend exploiter tout ce qui peut être exploité pour construire aujourd'hui un acte d'accusation contre les Ukrainiens, parce que le nazisme, tout le monde s'en moque éperdument. Oui, ça n'a on pas voit bien pris. l'idée qu'on allait dénazifier l'Ukraine. Oui, mais plus personne s'y intéresse, ça ne marche plus. Alors, les terroristes qui vous menacent, il se dit qu'il faut essayer ça aussi. Ça peut lui donner une légitimité, c'est ce que vous voulez dire, une sorte de manière de justifier son action. Ça peut, en tout cas, ajouter à tout ce qu'il pense de mal et tout ce qu'il essaye de mettre sur le dos des Ukrainiens. Alors rappelons quand même que ce pont, c'est pas n'importe quel pont, Hélène Carrère-Dancos. Il a été inauguré par Vladimir Poutine en 2018. Il relie la Crimée à la Russie continentale. Pour faire simple, il y a une symbolique particulière. Ah bah absolument. Non, mais ce pont est fantastique. D'abord, c'est le pont Poutine. C'est lui qui l'a voulu. C'est sa volonté. Ça a marqué que véritablement... Parce que le problème de la Crimée, c'est qu'elle est coupée de la Russie et par le détroit de Kertch. Et ce pont est une réussite remarquable. D'ailleurs, techniquement, il est très beau. C'est une d'Europe. Absolument. Et il est beau, il y a de quoi être fier. Et pour Poutine, ça marquait véritablement que le lien était là pour toujours. Bon, et c'est vrai qu'il l'a inauguré en grande pompe, d'une façon un peu étrange, mais enfin bon, c'est comme ça qu'il aime faire. Là, ça veut dire à la fois qu'on frappe chez lui, ça veut dire aussi qu'on frappe ce qui est lui. Ce qui est symbolisé, c'est le pont Poutine pour tout le monde, pour les Russes, c'est lui qui l'a voulu. Et c'est aussi lui qui est visé personnellement par cette action. Absolument. On peut viser la Russie chez elle, mais on vise Poutine. Et ça, on ne peut pas dire on vise mon ministre des Armées, le général Tartampion. Non, non, c'est lui. Et c'est son affaire. Alors, cela dit, il est intéressant de voir que le pont n'a pas été frappé dans un endroit décisif. Il a tout de même été frappé à une extrémité où ça a l'air, si je comprends les choses, moins redoutable. On a pu d'ailleurs... Et par ailleurs, la circulation a pu reprendre en partie, même parce si elle est forcément pénalisée. On aurait pu le couper complètement. Je crois que le couper dans sa partie la plus haute, c'était, d'après ce que j'ai compris, ce qui était le plus redoutable, parce que tout passait par là. Bon, mais enfin, symboliquement, c'est considérable, et pour Poutine, c'est tout de même une humiliation. Il y a une histoire particulière, bien sûr, de la Crimée. C'est d'ailleurs le point de départ de l'histoire récente, 2014, avec l'annexion et des accords qui ont été trouvés par la suite. Mais aujourd'hui, la Crimée revient dans les objectifs de Volodymyr Zelensky comme un point de reconquête possible. Est-ce que vous avez le sentiment que les Ukrainiens peuvent aujourd'hui se permettre de lancer la reconquête de la Crimée ? Je pense qu'ils vont essayer de le faire. S'ils ont les moyens, on va voir. Parce que là, sur tous les plateaux, on disserte sur ce qu'on ne sait pas vraiment, c'est-à-dire ce que peut faire exactement les Ukrainiens. On voit très bien que la Russie se trouve dans une situation difficile.
peut-elle, avec la masse qu'elle mettra sur le terrain, encore que je trouve que cette masse, elle est inquiétante, parce que ces gens n'ont pas envie de se battre. Les centaines de milliers d'hommes de la mobilisation partielle. Oui, exactement. Mais quand on voit comment s'est passée la mobilisation, et quand on voit comment ces malheureux sont expédiés sur le terrain, ni équipés, ni préparés, ni rien, on peut se demander si ça donnera des résultats très brillants. Mais en tout cas, il est clair que pour Zelensky, l'affaire de Crimée, au fond, la grande surprise de toute cette guerre, c'est que c'est la Crimée qui est revenue au premier plan. Parce qu'au départ, ne l'oublions pas, après l'annexion de la Crimée, il y a eu un silence décent sur cette affaire. Et du même coup, si vous voulez, même les Ukrainiens probablement ont compris qu'ils ne pouvaient pas se battre pour ça. Et puis tout d'un coup, le succès aidant, eh bien ils se sont dit, c'est le moment de parler de la Crimée. Et ce week-end, Volodymyr Zelensky dit, je vous promets une Crimée sans occupants. C'est le terme Mais oui, qu'il emploie. absolument. Et ça, c'est, je dirais, pour Poutine, c'est une affaire épouvantable. Parce que jusqu'à présent, au fond, il s'agissait des territoires russophones. Il y avait une guerre civile, véritablement, qui durait depuis 8 ans. C'est pas la peine. Dans les républiques séparatistes de l'Est du pays. Absolument. Louhansk et Donetsk. Et il y a eu plus de 10 000 morts là-dedans. Donc ce n'est pas une affaire simple. Mais la Crimée, personne n'en parlait. Et tout de même, si vous voulez, la Crimée, c'est très compliqué parce que, à la fois, jusqu'en 1954, jusqu'à l'année 56, la Crimée était dans le territoire géographique de la Russie. On sait qu'elle a été donnée par Khrouchtchev à l'Ukraine pour des raisons de politique intérieure, tout simplement pour faire plaisir aux Ukrainiens, pour marquer le tricentenaire de l'entrée de l'Ukraine dans l'Empire de Russie. Mais ce n'était pas un vrai problème. Cela dit, au moment de la liquidation, de la fin de l'URSS, la Crimée a été un problème. C'est-à-dire que lorsque les 3 chefs d'État slaves se sont réunis à Belovej, dans la petite datcha de Biélorussie, Boris Eltsine se demandait ce qu'il allait dire sur les frontières à propos de la Crimée. Et chaque fois, et ça je peux vous le dire parce que je le sais par lui et par ses collaborateurs, chaque fois qu'il voulait dire la Crimée, le président ukrainien Kravchuk disait « Si tu parles de Crimée, je m'en vais ». Et pour sauver la relation avec la Russie, Boris Eltsine a préféré se taire, parce qu'il voulait se fâcher avec l'Ukraine n'était pas pensable. L'URSS est morte d'ailleurs, au fond. Tous les projets de Gorbatchev sont morts parce que l'Ukraine est devenue indépendante. Les Russes peuvent tout accepter, mais la Russie sans Crimée, il lui manque un morceau d'elle-même. Je voudrais dire quelque chose, et tout de même les Ukrainiens, ils avaient gagné là. Ils ont gagné en ce sens qu'ils ont accepté de transférer tout leur patrimoine, si on s'appelle un patrimoine nucléaire, ils l'ont transféré en Russie, mais justement, il y a eu un accord sur la garantie de leurs frontières. Et c'était la Crimée, la garantie de leurs frontières. Donc, si vous voulez, Zelensky, il se sent dans une position assez confortable. On a laissé filer en 2014. Pourquoi ne pas revenir dessus ? Et ça, pour Poutine, c'est une affaire épouvantable. Ça veut dire, Hélène Karadanckos, que la Crimée peut être un point de crispation encore plus grand, que ça peut être finalement le motif de l'escalade, puisque c'est une des craintes que l'on a. Est-ce que la guerre peut franchir une nouvelle dimension ? Ça peut être là l'occasion. Absolument, et ça va être le grand problème de la négociation. Car il ne faut pas s'y tromper, il y a un moment donné où les guerres s'achèvent, on ne sait pas quand, on ne sait pas quand les adversaires seront prêts à le faire, mais la Crimée va être une question extrêmement difficile. Et l'annexion de la Crimée, ce n'est pas comme l'annexion des 4 provinces qui ont été faites. Donetsk, de Louhansk, de Zaporijia et de Kherson. Je dirais que les choses, là aussi, il ne faut pas se tromper. Quand la Crimée a été annexée, elle l'a été dans des conditions tout à fait différentes. D'abord parce que Poutine avait un prétexte. Les Ukrainiens le lui avaient fourni en 2014. Ils avaient abrogé une loi qui permettait aux russophones de garder leur langue. Ça faisait de l'ukrainien la seule langue. C'est à ce moment-là qu'il a sauté dessus, car jusque-là, Poutine était un homme prudent. Il ne se lançait pas sur un pays. En Géorgie, en 2008, il a profité de l'attaque du président Saakachvili contre l'Ossétie. Le président géorgien de l'époque, Voilà, il a profité de ça. Tandis qu'en 2022, il n'avait aucun prétexte. Donc, si vous voulez, il avait été prudent. Il a fait un référendum qui était un référendum. Enfin, de toute façon, ça correspondait, les gens voulaient parler leur langue. Il y avait un prétexte.
les référendums de 2022, moi je dois dire que j'étais stupéfaite parce que On a d'ailleurs été oui, mais il ne s'est pas donné fantoche par la communauté internationale. Non, mais c'est surtout qu'il aurait pu se donner la peine de leur donner un caractère à peu près convenable, caractère de référendum, ne pas faire voter les gens dans la rue, ne pas aller les chercher dans leur lit, ne pas leur donner un papier sur lequel il veut, au vu de tout le monde. Ça, c'est tout de même quelque chose qu'on n'a pas assez noté. C'est-à-dire, c'est plus que de la désinvolture, c'est du mépris. Il s'est fragilisé lui-même, c'est ce que vous voulez dire. D'ailleurs, il y aura aujourd'hui une réunion de l'Assemblée générale de l'ONU au sujet de ces référendums. Absolument. Il y a quand même à l'ONU une volonté d'aller à la Il a condamnation. lui-même délibérément, et je pense délibérément, marqué qu'il s'en fichait. C'était un coup de poing sur la table, ça. Pour un acte d'autorité, d'une certaine manière. Dire j'ai les cartes en main et j'avancerai comme bon me semble. Oui, mais c'était de l'arrogance. Hein. D'une certaine façon, c'est parce que, je dirais, Zelensky réclame des armes tout le temps et que l'Occident lui donne, il a voulu montrer que lui aussi, il pouvait agir avec beaucoup de fermeté et proclamer sa volonté. Je voudrais que vous nous éclairiez, Hélène Carrère-Dancos, sur ce qu'on entend aussi dans la bouche de Vladimir Poutine, mais aussi de celle de Dmitri Medvedev, de certaines personnes de son entourage, ces dernières semaines à propos du recours à l'arme nucléaire. On dit la Crimée, c'est le cœur pour Vladimir Poutine. Est-ce qu'une éventuelle contre-attaque ukrainienne dans cette province peut être un motif de recourir à cette arme nucléaire? Ou est-ce que vous pensez-vous que depuis le début, c'est du bluff, même si Vladimir Poutine disait ce n'est pas du bluff? Alors, je vais vous dire, je suis prudente parce qu'on ne peut jamais décider pour les choses, mais je pense que depuis 1945, dans la cervelle du monde entier et de tous ceux qui dirigent, quel que soit celui qui arrive au pouvoir quelque part, il le sait. Il y a un tabou. Ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki, on ne peut jamais le refaire. Bon, ça reste tout de même extrêmement vivant dans les esprits, même si, moi, je suis frappé sur les plateaux de télévision, on parle du nucléaire comme si c'était quelque chose de banal. Il ne faut pas le banaliser, hein, c'est quelque chose d'effroyable. Et vous pensez que Poutine ne l'a pas non plus banalisé? Je ne crois pas. Je ne crois pas. En tout cas, il sait que ça n'est banalisé pour personne et que le prix en serait effroyable. Parce qu'on dit aujourd'hui il est un paria aux yeux de la communauté internationale. Non, il est un paria aux yeux du monde occidental, mais il y a des pays qui ne le considèrent pas totalement comme un paria. Il y aurait ça, il y aurait le fait que son pays serait complètement isolé, qu'il aurait rompu quelque chose qui est une sorte de pacte, je dirais des consciences. On ne peut pas. Alors, s'il devenait fou, peut-être qu'il le ferait, mais on n'appuie pas sur un bouton comme ça. Il y a tout de même toute une série de modalités. Il n'est pas seul, il dirige seul, mais il ne dirige pas malgré tout, si vous voulez. Il y a des gens autour de lui. Il faut savoir aussi que les militaires aujourd'hui en Russie, les hauts gradés sont tout de même très blessés. C'est sur eux qui fait porter la responsabilité d'une opération qui a été ni préparée, ni pensée, et qui conduit la Russie au ridicule, et qui fait qu'on les traite comme des voyous, on les déplace, on les démet. D'ailleurs, il a encore remplacé ce week-end le général en charge de l'opération en Ukraine, en nommant une nouvelle personne. Mais quand vous dites il n'est pas tout seul, est-ce que ceux qui l'entourent, est-ce que ces militaires-là sont, de votre point de vue, plutôt de nature à modérer les ardeurs de Vladimir Poutine ou au contraire à le pousser plus loin? Quelles sont les forces, je vous le disais tout à l'heure, en œuvre au Kremlin? On se dit, il y a des faucons, y compris en Russie. Il y a ceux qui veulent aller encore plus loin. Il y a des faucons. Je dirais qu'on ne peut pas séparer un faucon et un colombe. Bon, il y a des vrais faucons. Le président de Tchétchénie, c'est un faucon parce qu'il n'a rien à perdre. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que Poutine lui a confié le soin de gouverner la Tchétchénie. Il n'a pas de souci avec la Tchétchénie parce que Kadyrov est un assassin. Ça, c'est pas plus compliqué que ça. C'est un véritable assassin. Bon. Mais il y a des gens qui sont excités, il y a des gens qui poussent. Mais une fois encore, les militaires, c'est quelque chose de différent. Ce sont des gens qui ont, malgré tout, ils ont un métier, ils ont un sens des responsabilités. Ils peuvent pousser quand ils sentent que c'est bon, mais ils peuvent aussi évaluer la situation. Pour l'instant, on ne le voit pas. Mais les choses, le temps russe n'est pas le temps occidental. Non, mais le temps va avec l'espace. N'oubliez pas, en 1941, Hitler envoie ses troupes en Union soviétique. Il faut attendre Stalingrad. Il y a un désastre absolu. La Russie a vu 40% de sa population sous occupation allemande. Elle a eu 2 millions de prisonniers même le premier jour de la guerre.
Et il faut atteindre Stalingrad pour que ça se redresse. C'est pas si simple que ça. Ailleurs, la défaite, quoi, au bout de 6 mois, on acte une défaite. Donc vous voulez dire aussi que dans le conflit dans lequel nous sommes, Vladimir Poutine est prêt au temps long et peut se permettre le temps long. Il considère que le temps long joue pour lui. Est-ce qu'il peut se le permettre? C'est une autre affaire, parce que nous sommes dans une société différente. En 1940, il n'y avait pas de réseaux sociaux, les gens n'étaient pas informés, ils n'avaient que la propagande soviétique. Aujourd'hui, les Russes sont aussi habiles que le reste du monde à capter des réseaux partout et à s'informer, ils le savent. Ils ne bougent pas non plus. Mais là aussi, on voit tout doucement, ça se dégèle dans la société. Il y a un mécontentement. Et une fois encore, les militaires, ils sont militaires avant tout, c'est-à-dire qu'ils pensent à leur statut. Et être déshonoré, ce n'est pas leur affaire. Déshonoré et menacé. Mais est-ce que ça peut vouloir dire, Hélène Carrère d'Ancos, à la fois de par les militaires, puis par la population, qu'il peut y avoir un craquellement, que l'unité russe se fissure au point de fragiliser Vladimir Poutine, voire de le faire tomber? Est-ce qu'on peut envisager cette perspective? Alors, je pense qu'il est très fragilisé. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il est fragilisé, comme il ne le pensait pas d'ailleurs, tout simplement parce que ça tourne très mal et qu'il ne peut pas le dissimuler. C'est ça le fond du problème. S'il avait pu le dissimuler, mais c'est précisément parce que la société le sait, et elle le sait d'autant plus maintenant qu'il mobilise, et que comme il n'arrive pas à faire grand-chose, il va continuer à mobiliser probablement. Et il mobilise en Russie, c'est-à-dire là où la population est tout près du pouvoir, là où il y a les grands centres les plus éduqués, c'est toute une société éduquée dans son ensemble. Bon, dans les lointains, il y a de tout, puis il y a des gens qui sont préoccupés de leurs affaires. En Sibérie, comme disait un gouverneur de Sibérie, ce qui se passe à Moscou, ça ne nous regarde pas, c'est un autre pays. Mais aujourd'hui, on leur prend des enfants, on leur prend des militaires. Tout ça, ça compte. Non, le pays, son pouvoir est fragilisé. Ça peut durer, il ne faut pas s'y tromper. Mais et puis, il y a une pression extérieure sur lui. Il y a tout de même la pression du président chinois, ça n'est pas rien. Parce que tout de même, il est le paria à nos yeux. Mais il peut s'adosser à ces pays qui sont d'immenses pays, à la Chine, à l'Inde, et principalement à la Chine. Quand le président chinois ou le président indien disent non, mais il serait temps d'en finir, c'est très important. Je ne parle pas du nucléaire parce que là, il ne supporterait pas. Mais ils lui disent il est temps d'en finir. Ça aussi, les Russes le savent. Non, il y a un véritable problème. Mais je reviens à l'armée parce que je pense qu'elle est très importante là-dedans. L'armée, c'est pas l'armée, enfin, c'est les chefs militaires. Les chefs militaires, ils ont conscience que leur histoire a été terrible. Elle a été terrible, il ne faut tout de même pas oublier. J'entends dire sur les plateaux, il sort ces généraux comme on l'a fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est en 1937, avant la guerre, que Staline a détruit tout le commandement militaire. Il n'y avait plus un général vivant. Il y en avait un ou deux, mais ils étaient dans les camps de concentration. Et en 1941, quand la guerre commence, on est allé chercher les survivants dans les camps pour qu'ils prennent la tête des troupes. Bon, c'est-à-dire que les chefs le savent. Ils savent qu'ils ont été massacrés déjà une fois et qu'ils sont les victimes expiatoires. Donc Vladimir Poutine, si je vous comprends bien, contribue à son propre affaiblissement en agissant Absolument, ainsi. mais évidemment. Mais non, mais écoutez, ça depuis le début de cette affaire. De toute façon, il a choisi de lancer une opération dans un pays où tout ce qu'il voulait, il l'avait. Il tenait l'Ukraine. Il tenait l'Ukraine parce qu'il avait la Crimée. Bon, pudiquement, on avait oublié cette affaire et on ne serait pas revenu dessus. Personne dans la vie internationale le disait, et la Crimée. Le Donbass, c'était le lieu d'une guerre civile. C'est-à-dire que l'Ukraine était en proie. Ça aurait pu être un conflit gelé, c'était un conflit dégelé. Mais qui n'était pas officiellement appartenance à la Russie. C'est pas du tout, c'était l'Ukraine qui était en proie à une guerre civile. Et du même coup, Poutine savait qu'elle ne pourrait pas rentrer dans l'OTAN. L'OTAN ne pouvait pas accueillir un pays qui a un conflit qui a explosé sur son territoire. C'était impensable. C'était les trois choses qu'il ne voulait pas. Eh bien, il l'avait. Et il se lance dans une guerre où il a perdu l'Ukraine. Il a perdu, si vous voulez, moralement l'Ukraine. Parce que malgré tout, la question de l'Ukraine est sur la table. Comment vous expliquez qu'il soit allé là-dedans? C'est très dur, personne n'est dans la tête de Vladimir Poutine, mais on commence à avoir quelques mois de recul sur cette opération.
Qu'est-ce qui l'a poussé à se mettre dans cette situation-là, au point, comme vous le dites, de se retrouver aujourd'hui affaibli, y compris intérieurement? Alors, c'est une question très importante, précisément parce qu'il a montré qu'il a agi cette fois-ci contrairement à ses habitudes. Il a toujours été prudent, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, et il ne s'est lancé dans des équipées que quand il avait un prétexte. Je vous le rappelle, la Géorgie, les deux équipées, la Géorgie et la Crimée, il pouvait dire mais je vais défendre les gens. Je vais défendre les Ossètes en 2008. Et en effet, les Ossètes étaient contents qu'ils viennent. Je vais défendre les russophones de Crimée, et la Crimée était russophone, et les Ukrainiens trahissent leurs engagements, donc j'y vais. Cette fois-ci, il n'avait aucun prétexte. Ça, c'est une première chose. Donc ça montre qu'il y a une rupture de personnalité là. Alors je pense, personnellement, je suis convaincu qu'il n'est pas fou. Il n'est pas mégalomane, ni rien du tout, mais en fait, c'est quelque chose que moi-même j'avais sous-estimé. Mais c'est parce que je n'ai pas été élevé en Union soviétique. C'est un homme qui a été formé, il avait plus de 40 ans quand le système soviétique, il avait 40 ans à la mort du système soviétique. 40 ans, c'est beaucoup, c'est un homme fait. Il a été formaté tout particulièrement, parce que comme il a été dans le KGB, qui était tout de même, ne l'oublions pas... Il a encore la culture soviétique. Non seulement la culture soviétique, mais il a d'abord été une espèce de gamin des rues qui tabassait tout le monde, enfin déjà un voyou, comme il y en avait dans les rues de Saint-Pétersbourg. Mais après, on a détecté en lui un garçon qui, aux yeux du système soviétique, et notamment du KGB, parce que le KGB, dans les années Brejnev, le Parti communiste s'est affaibli, il y a une espèce d'affaissement du système, et c'est le KGB qui devient la structure véritablement de force du pays. La formule, c'est l'ENA du pays. Bon, c'était un type qu'on a misé sur lui. Il a été parfait. Bon, le système s'effondre. Il a essayé de s'adapter, il n'y a pas de doute. Il y a eu un autre homme qui a surgi, qu'on a vu, tous ceux qui l'ont rencontré le savent. Un homme qui a essayé d'être un homme de la réconciliation. Et puis, cette réconciliation n'a pas vraiment marché. La Russie n'a pas trouvé sa place. Ça, c'est quelque chose, une partie d'histoire qu'il faut savoir. Elle n'a pas été vraiment, je dirais, ni entourée. Bon, il y a eu des maladresses. Les années Eltsine, la Russie est complètement ruinée. Mais à qui le doit-elle? Eltsine a recouru à ceux qu'il considérait comme les plus grands experts économiques du monde, les espèces d'économistes de Chicago. Ils lui ont donné des conseils épouvantables. Le pays a été ruiné, ça. Et du même coup, progressivement, ne se sentant pas, je dirais, ne trouvant pas sa place, l'homme soviétique a repris. Et il est sa redevenu dimension. Il avait été par ses cultures. Je voudrais juste, sur les actions de Vladimir Poutine et la carrière d'Ankos, on a vu ce week-end les frappes à Zaporijjia, sur des civils, sur des habitations. Oui. Ce matin, même si on n'a pas encore toutes les informations, il y a près d'une demi-douzaine de détonations qui ont retenti à Kiev. Est-ce que ça veut dire que pour le président russe aujourd'hui, il n'y a aucun tabou, que tuer des civils, peu importe, du moment que ça permet de déstabiliser, de créer la terreur? Est-ce que c'est ça logique aujourd'hui? C'est-à-dire, il faut créer la terreur. C'est un peu la logique de la Seconde Guerre mondiale, des bombardements sur Dresde, etc. C'est-à-dire, il rentre dans la peau de sa formation. Il a tout de même été formé en enfant de la Seconde Guerre mondiale, au récit de la Seconde Guerre mondiale. On gagne une guerre en faisant peur. Il reste le tabou, une fois encore, du nucléaire, et moi personnellement, je crois que ce tabou, il est réel. Mais pour le reste, comment est-ce que, quand on lançait des bombes au phosphore et que les gens de Dresde brûlaient vivants, c'était des civils, c'était pas les armées. Donc, si vous voulez, il y a une logique dans laquelle il a été éduqué et qui, avec le temps et la violence, permet, pense-t-il, de gagner les guerres. Et incontestablement, c'est pas étonnant. Le pont de Kerch, le pont Poutine, c'est le symbole. Kiev, c'est le symbole aussi. La réponse est assez logique. Et on apprend d'ailleurs à l'instant que plusieurs villes ukrainiennes sont bombardées ce matin, ce qui veut donc dire qu'il y a visiblement une volonté d'offensive, d'escalade à nouveau. Il y a un conseil de sécurité qui va se réunir aujourd'hui en Russie. Le Kremlin l'a annoncé hier. Est-ce que de votre point de vue, l'issue de tout cela, elle sera forcément militaire, ou est-ce qu'il y a un espoir de sortie diplomatique? De toute façon, je dirais que des gens travaillent à la sortie diplomatique. C'est comme ça dans les guerres, il y a malgré tout des gens qui parlent. Ça, et
au sommet des États et à l'intérieur des États. C'était comme ça dans la guerre de 14, dans toutes les guerres. On en parle peu, en général ils sont impopulaires, mais c'est fondamental. Bon, cela dit, il faut qu'à un moment donné, on ne peut pas prendre Zelensky et Poutine par le cou, les asseoir à une table et leur dire « Chers amis, maintenant ça suffit. » Ça ne marcherait pas. C'est pas élégant. Bon, il faut donc que quelque chose se déclenche d'un côté ou de l'autre. Mais ils vont y être poussés, incontestablement. Est-ce que ça peut se passer? Alors, il y a un problème je crois, de température, en effet. L'hiver, dans ces pays-là, est un hiver qui est peu favorable à des opérations militaires de grande envergure. Poutine compte certainement passer l'hiver avec la guerre. On voit bien que les Ukrainiens veulent arriver avant la guerre à prendre des succès décisifs. Le problème est... Mais je pense que les deux vont un peu parallèlement, le plus souhaitable, je le dis tout de suite, il ne faut tout de même pas oublier que la population, les civils dont vous parlez, les soldats ukrainiens, les soldats russes, ils meurent là-dedans. Donc il faut souhaiter que ça s'arrête le plus vite possible. Merci beaucoup Hélène Carrère-Dancos de nous avoir éclairé ce matin et de nous avoir fait part de vos lumières à la fois sur la situation sur le terrain mais bien sûr sur ce qui se passe autour de Vladimir Poutine. C'était très important.